Samedi 28 mars, CNN publie une investigation exclusive. Le titre: L'Iran a une nouvelle demande pour terminer le conflit, et elle pourrait rapporter des milliards. Voici ce qu'on apprend. Des navires paient déjà pour traverser Hormuz. La société spécialisée Lloyd's List a documenté que plus de 20 navires ont utilisé un nouveau corridor dans le détroit. Au moins 2 d'entre eux ont versé des droits de passage. Le montant estimé, environ 2 millions de dollars par navire. Le CGRI a mis en place un système d'enregistrement pour les navires autorisés. Des gouvernements négocient directement avec Téhéran pour sécuriser le passage de leurs pétroliers. Et ce n'est pas tout. Des parlementaires iraniens préparent un projet de loi pour rendre ces péages officiels et permanents. Un conseiller du Guide suprême parle d'un nouveau régime pour le détroit d'Ormuz après le conflit. Et Mojtaba Khamenei lui-même, dans sa première prise de parole officielle en tant que nouveau guide suprême, a dit que le levier du blocage d'Ormuz doit continuer à être utilisé. L'Iran est en train de transformer un blocage militaire temporaire en architecture économique permanente. Je suis Georges. On décrypte tout. Maintenant, les chiffres qui font peur. Mettons des chiffres sur ce projet. Aujourd'hui, Hormuz est quasi bloqué. Seulement 77 navires y ont transité dans la première quinzaine de mars, contre 1229 en temps normal, un effondrement de 94 %. Mais voilà ce que représenterait un système de péage sur le trafic normal d'Ormuz. En temps de paix, Hormuz voit passer environ 20 millions de barils de pétrole par jour, environ 20 % du commerce pétrolier mondial, plus 25 % du commerce mondial de gaz naturel liquéfié. Si l'Iran facture 2 millions de dollars par navire, et si le trafic revient à son niveau normal d'environ 100 navires par jour, les recettes potentielles dépasseraient 200 millions de dollars par jour, soit plus de 6 milliards par mois. Même à une fraction de ce trafic, même à des tarifs inférieurs, l'analyste de Bloomberg Economics, Dina Esfandiari, estime que les recettes incluant le GNL pourraient atteindre 800 millions de dollars par mois, soit environ 15 % des revenus actuels des exportations pétrolières iraniennes obtenus en plus sans extraire un seul baril supplémentaire. Pour un pays qui vit sous les sanctions depuis des décennies, dont la monnaie a perdu 99 % de sa valeur en 10 ans, qui affiche 48 % d'inflation, c'est une transformation économique majeure, obtenue non pas par la diplomatie, mais par la pression militaire. L'Iran a été surpris lui-même. Il y a une citation dans l'investigation de CNN qui résume tout. Dina Esfandiari, responsable Moyen-Orient chez Bloomberg Economics. L'Iran a été un peu pris de court par le succès de sa stratégie Hormuz, par la facilité et le faible coût avec lesquels il est possible de prendre en otage l'économie mondiale. Prenons le temps d'absorber ça. L'Iran ne savait pas lui-même à quel point sa stratégie serait efficace. Un pays sous sanctions massives, dont 85 % des capacités de défense antiaérienne ont été neutralisées, dont 77 % des capacités balistiques ont été réduites, dont la flotte conventionnelle a été largement neutralisée. Ce pays maintient quand même l'économie mondiale sous pression avec des embarcations rapides, des drones low cost et quelques centaines de vecteurs préservés. Le coût d'un drone Shahed, environ 20 000 $. Le coût d'un intercepteur Patriot, 3 à 6 millions de dollars. Chaque drone iranien qui force une interception coûte à la coalition 150 à 300 fois son prix de fabrication. Et maintenant, l'Iran réalise qu'il peut non seulement bloquer Hormuz pour infliger une douleur économique, mais le rouvrir en échange d'argent. Transformer la menace en source de revenus permanente. C'est une révolution stratégique, et elle a émergé pendant le conflit, pas avant. Le projet de loi iranien. Ce n'est pas une idée informelle. C'est une architecture législative en construction. Des parlementaires iraniens travaillent actuellement sur un projet de loi qui instituerait officiellement des droits de passage sur Hormuz. Le texte en préparation permettrait à l'Iran de facturer les pays qui utilisent le détroit pour leurs importations et exportations de carburant et de marchandises. Un conseiller du Guide suprême a publiquement évoqué un nouveau régime pour le détroit d'Ormuz,
un système post-conflit où Téhéran exercerait un contrôle formalisé sur qui peut passer et à quel prix. Et Mojtaba Khamenei, dans sa première prise de parole en tant que nouveau guide suprême, a déclaré que le levier du blocage d'Ormuz doit continuer à être utilisé. Ce n'est pas un nouveau guide suprême qui appelle à la désescalade, c'est un nouveau guide suprême qui institutionnalise le blocage comme instrument de puissance permanente. Avant le conflit, dans les rounds de négociations de 2025 et début 2026, l'Iran demandait la levée des sanctions et la reconnaissance de son droit à l'énergie nucléaire civile. Hormuz n'était pas sur la table. Maintenant, Hormuz est au cœur de toutes les demandes iraniennes. Souveraineté reconnue, péage légalisé, nouveau régime permanent. Le conflit a créé un levier que les négociations n'avaient jamais produit. Ce que dit le droit international. Washington et le G7 réagissent avec une clarté totale. Rubio au G7 vendredi. Les tentatives iraniennes d'établir un système de péage sur Hormuz sont illégales et inacceptables. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont insisté sur la nécessité absolue de restaurer une navigation libre et sans péage dans le détroit. Mais le droit international dit-il vraiment que l'Iran ne peut pas facturer des droits de passage? James Kraska, professeur de droit maritime international à la Naval War College américaine, est catégorique. Imposer des droits de transit est une violation des règles de passage en transit. Il n'y a aucune base légale en droit international pour qu'un État côtier facture des droits dans un détroit international comme Hormuz. Le détroit d'Hormuz est régi par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, l'UNCLOS. Sous ce régime, tous les navires ont un droit de passage en transit garanti, libre, non entravé, sans paiement. Problème, ni l'Iran ni les États-Unis ne sont partis à l'UNCLOS. L'Iran l'a signé, mais ne l'a pas ratifié. Les États-Unis ne l'ont jamais ratifié non plus. Donc, techniquement, les deux principaux acteurs du conflit ne sont pas juridiquement liés par le texte qui garantit la liberté de navigation dans Hormuz. L'Iran peut arguer qu'il n'est pas lié par l'UNCLOS. Kraska répond que les principes fondamentaux de l'UNCLOS sont acceptés comme droit coutumier international, opposable même sans ratification. C'est un bras de fer juridique que les cours internationales n'ont jamais eu à trancher, parce que personne n'avait jamais osé faire ça avant. Les navires qui peintent en secret. Voici le détail le plus révélateur de l'investigation CNN et Lloyd's List. Des navires paient déjà, en secret. Aucun pays, aucun importateur, aucun opérateur maritime n'a publiquement reconnu avoir versé des droits de passage à l'Iran. Les détails de ces arrangements restent opaques, mais Lloyd's List, la référence mondiale du renseignement maritime, a documenté que plus de 20 navires ont utilisé le nouveau corridor iranien. Au moins 2 ont versé environ 2 millions de dollars chacun. Des gouvernements négocient directement avec Téhéran pour sécuriser le passage de leurs pétroliers. Des pays que les États-Unis considèrent comme des alliés ou des partenaires. Voici ce que ça signifie concrètement. En payant, même en secret, même sans reconnaissance officielle, ces pays et ces opérateurs maritimes valident de facto la demande iranienne. Ils reconnaissent implicitement que l'Iran peut contrôler l'accès à Hormuz et en faire payer l'usage. Pas légalement, pas diplomatiquement, mais dans la réalité des faits, et chaque paiement crée un précédent. Chaque navire qui coordonne son passage avec le CGRI renforce l'infrastructure administrative du système iranien. Chaque dollar versé finance le régime que Washington dit vouloir affaiblir. Richard Meade, rédacteur en chef de Lloyd's List, c'est en train de se passer, et je pense que ça va se produire un peu plus fréquemment si on ne voit pas de progrès dans les négociations. La stratégie iranienne post-conflit. Rassemblons les pièces du puzzle. Ce que fait l'Iran avec Hormuz n'est pas une tactique de court terme, c'est une vision stratégique de l'après-conflit. L'Iran a compris quelque chose que peu d'analystes avaient anticipé. Le conflit a créé une opportunité de transformer sa vulnérabilité géographique en force économique permanente. Avant le conflit, l'Iran
était un exportateur de pétrole sous sanctions qui cherchait à lever ces sanctions via des négociations nucléaires. Après le conflit, si le projet de loi sur les péages passe, si le nouveau régime d'Ormuz se met en place, l'Iran devient quelque chose de fondamentalement différent. Un État qui perçoit des revenus sur 20% du commerce pétrolier mondial, non pas en exportant son propre pétrole, mais en contrôlant le passage de celui des autres. C'est une transformation de la nature même de la puissance iranienne. Et elle est basée sur une réalité géographique immuable. Ormuz est là où il est. L'Iran contrôle la côte nord. Oman contrôle la côte sud. Et Oman n'a aucun intérêt à s'opposer à l'Iran. Il n'y a pas d'alternative viable à ce détroit pour les exportations pétrolières du Golfe Persique. L'Iran a découvert pendant ce conflit qu'il est assis sur ce que l'analyste de Bloomberg appelle le levier le plus puissant et le moins cher du monde. Et il ne compte pas l'abandonner, même après la fin des hostilités. Ce que ça dit de la suite. Voici les implications pour les prochains jours et les prochaines semaines. Pour les négociations. La demande de souveraineté sur Ormuz et de péages légalisés n'est pas une position qu'on abandonne en échange de quelques concessions. C'est une ligne rouge définie publiquement, légitimée par le nouveau guide suprême et déjà testée dans les faits avec des paiements réels. Toute sortie de conflit qui ne règle pas la question d'Ormuz ne règle rien. Pour le 6 avril, Trump a reporté son ultimatum jusqu'au 6 avril. Mais le problème d'Ormuz n'est plus seulement est-ce que l'Iran va rouvrir le détroit, c'est désormais à quelles conditions et pour combien de temps. Même si Ormuz rouvre partiellement, le système de péage et de contrôle sélectif resterait en place. Pour l'économie mondiale, si le nouveau régime d'Ormuz s'installe, c'est une transformation permanente du commerce maritime mondial. Les assureurs devront intégrer un coût de passage permanent. Les opérateurs maritimes devront budgéter des droits de transit. Et chaque pays qui importe du pétrole du Golfe devra négocier son accès avec Téhéran, directement ou indirectement. Ce n'est pas seulement un conflit qui se termine, c'est un ordre mondial du commerce de l'énergie qui se reconfigure. Et la Chine, le vrai gagnant silencieux. Depuis le début de ce conflit, la Chine observe. Elle condamne verbalement les opérations américano-israéliennes. Elle appelle à la désescalade. Elle envoie Wang Yi au téléphone avec les diplomates égyptiens pour encourager le dialogue. Mais derrière cette neutralité affichée, la Chine est en train de devenir le premier bénéficiaire du nouveau régime d'Ormuz. Ormuz ouvert pour la Chine, fermé pour ses concurrents. Depuis le début du blocage, l'Iran laisse passer les navires des pays qu'il considère comme non hostiles. La Chine est en tête de liste. Les importations chinoises de pétrole iranien n'ont baissé que marginalement depuis le 28 février, de 1,38 million à environ 1,13 à 1,20 million de barils par jour. La bouée de sauvetage économique de l'Iran reste intacte. Mais ce n'est pas tout. Pendant que les navires occidentaux, japonais et coréens ne peuvent plus transiter librement, les pétroliers qui approvisionnent la Chine depuis l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Irak bénéficient également d'un accès préférentiel ou négocié. La Chine paie peut-être des droits de passage, mais elle les paie en yuan dans le cadre d'accords bilatéraux avec Téhéran hors du système SWIFT et hors du dollar. C'est exactement le type d'arrangement que Pékin cherche à développer depuis des années pour contourner la domination du dollar dans le commerce de l'énergie. L'accord de 25 ans est sa nouvelle dimension. En 2021, la Chine et l'Iran ont signé un accord de coopération stratégique sur 25 ans estimé à 400 milliards de dollars. Investissement chinois en Iran en échange de pétrole iranien à prix réduit. Ce conflit donne à cet accord une nouvelle dimension. Si l'Iran institutionnalise un système de péage à Ormuz et si la Chine est exemptée ou bénéficie de tarifs préférentiels dans le cadre de cet accord, Pékin obtient un avantage compétitif structurel sur ses rivaux économiques japonais, coréens et européens pour les prochaines décennies.
Les entreprises chinoises accèdent au pétrole du Golfe à des conditions que leurs concurrentes ne peuvent pas obtenir. Et cet avantage est ancré dans un traité bilatéral, pas dans une décision multilatérale que Washington pourrait bloquer. Le yuan contre le dollar dans les eaux du Golfe. Voici la dimension monétaire que peu d'analyses soulèvent clairement. Chaque transaction effectuée dans le cadre du nouveau système iranien d'Ormuz, droit de passage, achat de pétrole, accord de transit, est libellée en yuan via le système CIPS, l'alternative chinoise au SWIFT. Chaque dollar qui ne passe pas par SWIFT pour financer une transaction énergétique dans le Golfe est un dollar de moins dans le système de recyclage des pétrodollars qui soutient la domination financière américaine depuis 1974. Ce n'est pas une révolution monétaire immédiate, mais c'est une érosion progressive, et elle s'accélère depuis le 28 février. Helen Thompson, professeure d'économie politique à Cambridge, l'a formulé avant même le début du conflit. Toute hausse des prix du pétrole pendant plus de quelques semaines se traduira par un choc inflationniste, mais ce qui est plus durable, c'est la reconfiguration des circuits de financement de l'énergie mondiale. Ce conflit accélère précisément cette reconfiguration au bénéfice de Pékin. Pourquoi la Chine ne dit rien publiquement? C'est la stratégie la plus efficace possible. En restant officiellement neutre, en appelant à la désescalade et au dialogue, la Chine évite de s'exposer à des sanctions américaines secondaires. Elle ne se retrouve pas dans la coalition adverse. Et elle engrange tranquillement tous les bénéfices économiques du nouveau désordre d'Ormuz. Wang Yi appelle les diplomates. Xi Jinping reste silencieux et les pétroliers chinois traversent Ormuz. C'est la géopolitique à son plus efficace. Obtenir un avantage stratégique majeur sans tirer un seul vecteur, sans dépenser un seul dollar militaire, sans prononcer un seul mot de soutien public à l'Iran. La Chine n'a pas gagné ce conflit. Elle n'y participe pas. Mais quand il se terminera, elle sera en position plus forte qu'avant le 28 février, sur l'énergie, sur le commerce maritime, sur la dédollarisation et sur sa relation stratégique avec l'Iran. C'est le gagnant silencieux que personne ne montre sur les cartes du Moyen-Orient. Il y a un mois, le 28 février, l'Iran a bloqué Ormuz comme acte de représailles. Aujourd'hui, des navires versent 2 millions de dollars pour le traverser. Des parlementaires iraniens préparent un projet de loi pour institutionnaliser ces péages. Le nouveau guide suprême dit que ce levier doit continuer à être utilisé. L'Iran est en train de transformer un blocage temporaire en architecture économique permanente. Rubio dit que c'est illégal et inacceptable. Mais Lloyd's List documente que ça se passe déjà, en secret, avec des navires qui paient. Et Bloomberg Economics estime les recettes potentielles à 800 millions de dollars par mois. La vraie question n'est plus « quand finit ce conflit ?» Elle est que « quel est le prix du passage à Ormuz après le conflit ?» C'est peut-être ça, le très gros cadeau que Trump évoquait. L'Iran, qui accepte de rouvrir Ormuz en échange d'une reconnaissance implicite de son droit à en contrôler l'accès. Pas officiellement, pas juridiquement. Mais dans les faits, le monde a changé et personne n'a encore vraiment compris à quel point. Likez, partagez, laissez un commentaire, un mot ou un cœur pour que YouTube arrête de restreindre cette vidéo. Je suis Georges. On se retrouve très vite.